Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une présentation du concept de l'estime de soi que j'ai eu l'opportunité de faire dans le cadre d'un webinaire interactif. Comme je suppose que vous n'avez pu y assister, je vous propose donc la vidéo qui reprend, je dirais, l'essentiel de ce que j'ai pu partager lors de ce webinaire. Il sera évidemment pour le coup un petit peu moins interactif. Alors, quel est le programme ? Alors, dans un premier temps, assez brièvement, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous donner une définition de l'estime de soi, puis je vous en présenterai les 6 composantes. Et pour chacune des composantes, je vous donnerai un exercice sur lequel vous pourrez travailler. Alors, en quelques mots, je suis psychologue du travail, je suis formatrice, coach, facilitatrice et consultante. J'accompagne des particuliers en soutien psychologique, coaching et bilan de compétences. Et puis, j'accompagne également des entreprises, des organisations auprès du personnel, cadre ou non cadre, des équipes également, donc des collectifs de travail, dans le domaine des relations humaines, ce qui couvre le management, on va dire la communication et le développement personnel. Et puis, je suis par ailleurs auteure et donc j'ai écrit jusqu'ici 7 livres dont vous voyez le petit bandeau en bas de l'écran. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi ? Alors, l'estime de soi, en fait, est d'une certaine manière, en fait, le fruit de 2 éléments qui sont d'une part l'image de soi, c'est-à-dire comment je me perçois d'un côté, et puis de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler l'idéal de soi ou l'idéal du moi, en tout cas, comment j'aimerais être, comment je m'imagine que je devrais être. Et donc, l'estime de soi va être la résultante, en fait, de l'appréciation de l'idée que l'on se fait de l'image de soi d'un côté et de l'idéal de soi de l'autre. Ainsi, si par exemple j'ai une image de moi-même peu flatteuse et que j'ai tendance à me dévaloriser et que par ailleurs j'ai un idéal de moi-même très élevé, évidemment, ça va me conduire à développer, à avoir une estime de moi faible. Alors, on voit bien ici que l'on parle d'image de soi ou d'idéal de soi, on est dans quelque chose qui est dehors d'une forme de perception, dans les 2 cas, ou en tout cas dans une image qui est subjective. Parce que le regard que je porte sur moi n'est pas forcément objectif, d'une part, et puis par ailleurs, l'idéal que je porte en moi peut être par exemple un héritage familial, c'est-à-dire si j'ai été par exemple élevée dans une famille extrêmement exigeante, que j'estime particulièrement brillante et que j'ai tendance pour le coup, pour me sentir incluse, aimée, appréciée, valorisée dans cette famille, eh bien je peux mettre la barre très haut en termes d'ambition, ce qui va rendre, je dirais, la marche à prendre pour pouvoir atteindre cet idéal du moi très, très, très élevé et qui va de ce fait évidemment venir entacher l'estime de moi. À l'inverse, si je puis dire, si j'ai une image de moi-même plutôt objective et assez juste, et puis si j'ai un idéal du moi ou de soi qui est là encore plutôt objectif et on pourrait dire raisonnable ou tempéré, eh bien j'aurai une estime de moi-même plutôt élevée, plutôt forte. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà en entrée en matière sur ce qu'est l'estime de soi. Alors, selon moi, il y a 6 composantes en fait qui constituent l'estime de soi. Et j'invite tout à chacun à aller identifier peut-être celles, au singulier ou au pluriel, des composantes sur laquelle ou lesquelles vous estimez avoir peut-être le plus à travailler si toutefois vous souhaitez évidemment renforcer l'estime de vous-même. Alors, on va commencer à midi, c'est-à-dire à la première composante qui est tout en haut de l'écran. Première composante, c'est de se connaître, savoir qui l'on est. Il existe tout un tas d'outils pour cela et je vous en proposerai un premier, en tout cas, première ébauche pour que vous puissiez déjà commencer à
vous investiguer et peut-être à mieux découvrir qui vous êtes. Deuxième composante, s'accepter et s'aimer tel que l'on est, hein, à la fois dans ses qualités, ses défauts, dans ses lacunes, dans ses points forts, enfin, voilà, de s'accepter totalement, entièrement, dans toutes les facettes de soi-même. La troisième composante, c'est d'avoir une image de soi qui soit positive, puis d'être apprécié et soutenu, d'avoir confiance en soi et enfin de s'affirmer. Donc, je vais vous proposer maintenant qu'on reprenne chacune de ces composantes et un exercice associé. Alors, première composante, c'est de se connaître. Alors, voilà l'exercice que je vous propose. Je vais vous proposer 3 situations et pour chacune d'entre elles, je vais vous inviter à choisir l'une des 4 propositions et de noter la lettre qui se situe à la fin de chacune des propositions, en tout cas de celle que vous aurez choisie. Qu'est-ce que vous appréciez en réunion? Vous appréciez d'y rencontrer des collègues et de passer un bon moment à échanger avec eux? Vous appréciez qu'il y ait de la rigueur et de la méthode? Vous appréciez que ce soit stimulant et créatif? Ou plutôt que les choses aillent droit au but et que cela soit efficace? Quelle option choisissez-vous de façon préférentielle? Deuxième situation, dans un projet, ce qui vous importe le plus, c'est quoi? C'est qu'il soit mené en concertation avec les équipes ou en tout cas les parties prenantes, qu'il soit documenté, planifié dans le temps, qu'il soit novateur et audacieux, qu'il soit chiffré et qu'il y ait un retour sur investissement. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Et enfin, en formation, qu'attendez-vous du formateur? Qu'il sache mettre le groupe en confiance et qu'il soit bienveillant, qu'il soit un expert dans son domaine, dynamique et qu'il propose des activités ludiques, ou qu'il réponde à vos attentes et que ce qu'il enseigne soit de suite transposable. Là encore, vous pouvez avoir spontanément envie un peu des 4, mais si vous ne deviez choisir qu'une option, laquelle serait-elle? Alors là, vous avez une petite ébauche, évidemment, il faudrait pour que le test soit, je dirais, totalement concluant, beaucoup plus de propositions. Néanmoins, voilà, sur ces 3 propositions, est-ce que vous avez choisi peut-être 2 ou 3 fois une phrase avec une lettre identique au bout? Et c'est ce qu'on va voir. Dans quelle mesure le choix que vous avez fait peut donner déjà une première indication sur votre profil de personnalité. Alors, la typologie que je vais vous présenter est issue d'un concept qui a été développé par l'entreprise Persona et que l'on retrouve sous des formes un petit peu différentes, non, pas différentes, en tout cas pas exactement les mêmes, mais très proches, dans un livre qui s'appelle « Les outils de la communication » de Marie-Josée Couchard et Pierre Cassé, et également on retrouve quelque chose d'assez proche dans le disque. Alors, si vous avez choisi des phrases avec la lettre H, vous êtes peut-être quelqu'un qui est, alors c'est le carré vert en haut à droite, qui est plutôt centré sur les relations humaines, celui qu'on va appeler le facilitant, qui aime échanger, qui aime le contact, qui a un fort besoin d'appartenance et qui est sensible à la bienveillance, à la coopération, à la concertation, à l'empathie, à l'écoute, à la communication. Si vous avez choisi des items avec la lettre A, vous êtes pour le coup à l'opposé puisque les cases s'opposent dans leur diagonale, quelqu'un qui sera qu'on appellera contrôlant ou quelqu'un centré sur l'action. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, précis, qui parle souvent en éléments chiffrés, pour qui la question de l'objectif est importante, qui va droit au but, hein, qui exprime les choses de façon directe et qui est plutôt centré sur la tâche. Hein, c'est-à-dire les 2 profils qui sont en bas de la matrice sont plutôt centrés sur la tâche, tandis que les 2 profils du haut sont plutôt centrés sur la relation, ou en tout cas les personnes. Si vous avez choisi, et ce sera le carré jaune, les items qui sont notés I, vous êtes plutôt profil idée. Donc vous aimez échanger sur des éléments conceptuels, vous aimez les idées, vous aimez créer, vous êtes plutôt dans la créativité. Pour vous, c'est important voilà, de fédérer les équipes. Vous êtes quelqu'un qui peut être potentiellement visionnaire, vous aimez réussir avec les équipes, un peu dans un esprit de coach, si je puis dire.
Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes souvent, vous vous projetez dans le futur, voilà, vous aimez réfléchir à ce qui va se passer demain. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et enfin, et à l'opposé, si vous êtes quelqu'un qu'on appellera analysant, centré sur la méthode, vous êtes quelqu'un de rigoureux, méthodique, vous êtes quelqu'un qui aime ranger, classer, vous êtes quelqu'un qui garde trace, qui est un peu la mémoire de l'équipe ou du service, il va archiver, par exemple, les différents comptes rendus, les différents dossiers, quelqu'un de fiable vers lequel on pourra se tourner si on a besoin de rechercher une information précise, par exemple. Là, je vous ai mis quelques mots-clés qu'on pourrait attacher à chacun des différents profils, qui sont à la fois des mots qu'ils pourraient utiliser, et ce qui peut permettre d'ailleurs de les reconnaître. Et puis, ça peut être aussi des mots qui peuvent être des mots qui les touchent, qui leur parlent évidemment, et qui peuvent être des arguments, par exemple, si on veut les amener à adhérer, par exemple, à un projet ou à une proposition qu'on veut leur faire. Donc, on retrouve en vert des mots tels que communication, émotion, collectif, motivation, bienveillance, la question de la prise de conscience. On retrouve en rouge résultats, objectifs, performance, expérience, efficacité, défi. Et puis, chez le jaune, concept, opportunité, innovation, pionnier, aventure, nouveau. Et enfin, pour terminer, chez le profil analysant, les faits, les preuves, la planification, la question du détail, le contrôle, le process ou les procédures. Donc voilà déjà une première approche, on pourrait dire, de comment faire pour se connaître. Il existe tout un tas de questionnaires, tests qui peuvent vous permettre chacun avec, je dirais, à la fois une vision de la personne ou de la personnalité, un soubassement théorique qui vous permettra, voilà, même si vous en remplissez plusieurs, d'avoir peut-être une approche encore un peu plus fine de qui vous êtes. Pour ma part, j'utilise essentiellement cet outil-là, et puis j'utilise également le MBTI, qui est un questionnaire de personnalité basé sur les types psychologiques de Jung, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, c'était première composante, se connaître. Maintenant, deuxième composante, s'accepter et s'aimer. Alors pour moi, il y a deux éléments clés pour s'accepter et s'aimer tel que l'on est. C'est d'une part de pratiquer l'auto-bienveillance et également d'aller explorer et j'irais presque exploiter la joie, cultiver plutôt la joie. Donc c'est à la fois d'être doux avec soi-même, bienveillant, et de faire en sorte d'être quelque part une sorte de mère un peu pour soi, cette mère rassurante, protectrice dont on peut avoir besoin, notamment quand on a des moments difficiles ou des moments de doute. Et puis aussi cultiver la joie, c'est-à-dire faire en sorte d'aller chercher, d'aller développer, d'aller créer des situations dans lesquelles justement vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez aller vous connecter justement avec des choses qui sont bonnes pour vous. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'émotion joie. Quand on est joyeux, quand on ressent de la joie, ça nous dit que ce qui est en train de se passer, ce que l'on vit, est quelque chose qui est bon pour nous. Bon pour nous, ça veut dire que c'est juste, que ça vient rencontrer une aspiration profonde ou un désir profond. Donc la question à laquelle je vous invite de répondre, c'est mais qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous rend vivant, qu'est-ce qui vous met en énergie? Alors ça, c'est important parce que ce sont ces petits moments-là qui vont nous permettre justement de cultiver quelque chose de nourrissant pour soi et de faire en sorte justement de quelque part nous prouver par l'expérience en quelque sorte qu'on vaut quelque chose. Le fait de s'octroyer des activités qui nous font plaisir, le fait de s'accorder du temps par exemple à soi pour se faire du bien, ce sont des signes, des preuves quelque part que on vaut quelque chose, on mérite de s'accorder ce temps-là, de se faire du bien. Alors parfois, pour certaines personnes, c'est très simple. Je dirais les activités, par exemple, qui vous font du bien, qui vous rendent vivante, qui vous nourrissent, sont clairement identifiées. Et puis pour d'autres, ça nécessite d'expérimenter, d'explorer, d'essayer des choses. Alors vous verrez, il y a peut-être des choses qui vont vous convenir, des choses un peu moins. Et donc ça vaut le coup vraiment de développer cette curiosité et puis d'aller essayer, chanter dans une chorale, aller vous promener en forêt, d'aller faire quelques longueurs à la piscine, d'aller partager un thé avec des amis. Voilà.
toute activité qui peut vous faire du bien et vous remplir de joie, qui est une émotion extrêmement positive, nourrissante et qui est extrêmement importante quand on veut renforcer l'estime de soi. Et je dirais presque, voilà, il faut commencer à se faire du bien soi-même si l'on veut faire du bien aux autres. Hein. Ça me semble important. Troisième composante, c'est d'avoir de soi une image positive. Alors l'idée, c'est pas être dans une espèce de béatitude naïve, hein, mais simplement, comme on pourrait le dire de façon dans le langage courant, hein, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a cette tendance souvent à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et en ayant un regard très critique. Et l'exercice que je vous propose, c'est d'essayer, en tout cas, notamment de repérer peut-être ces moments où vous avez tendance à avoir un regard négatif et de se dire, tiens, comment je pourrais transformer ce regard négatif en regard positif. Quelque part, c'est vraiment forcer finalement les choses, forcer votre perception. Donc déjà d'avoir conscience de comment vous percevez assez naturellement, et en particulier si c'est négatif, et voilà, de quelque part forcer votre cerveau finalement à regarder les choses avec des lunettes peut-être un peu plus roses. Alors l'exercice que je vous propose est le suivant, et qui s'appuie sur une petite phrase hein, qui est qu'on a les défauts de ses qualités et surtout les qualités de ses défauts. C'est de faire une liste des défauts que vous vous donnez, que vous pensez avoir, ou peut-être des défauts que l'on vous reproche, de les noter. Donc là, j'en ai mis 3 pour exemple, voilà, borné, bordélique et pinailleur. D'ailleurs, ils sont souvent très connotés, hein, de manière très négative. Et puis pour chacun d'entre eux, de réfléchir à la manière dont vous pourriez les retourner quelque part en positif, puisque derrière chaque défaut, il y a aussi des qualités. Hein, si je prends le premier exemple, quelqu'un qui est borné, on pourrait dire têtu, c'est aussi quelqu'un qui est obstiné, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Hein. Donc évidemment, si je pousse la qualité trop loin, hein, de façon excessive, probablement je vais arriver vers quelque chose qui est de l'ordre d'un défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être que dans une certaine tempérance, en tout cas si je suis dans une expression de la caractéristique modérée, de façon modérée, eh bien je vais être plutôt du côté de la qualité. Et donc si quelqu'un voilà, vous reproche d'être borné, ben, vous pouvez aussi lui dire je suis effectivement quelqu'un de déterminé, en quoi est-ce que ça te pose problème que je sois déterminé? Alors soit effectivement la critique est injustifiée et elle va tomber d'elle-même, soit peut-être vous avez fait montre effectivement d'une détermination un petit peu excessive, et là il suffira peut-être simplement de réguler le curseur, mais vous voyez, réguler le curseur, ça n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant bah, je suis nulle parce que je suis bornée, non, c'est juste peut-être voilà, de régler l'intensité avec laquelle vous incarnez, vous utilisez cette caractéristique personnelle. Alors, quatrième composante, c'est le fait d'être apprécié et soutenu. Donc ça, c'est intéressant parce que beaucoup d'études ont montré, alors en psychologie positive notamment, mais aussi des études qui ont été faites au niveau mondial et européen autour de l'isolement. Et qui ont montré, alors d'un côté, en psychologie positive, que le soutien social contribue au bien-être physique et psychologique, et puis d'autres études qui ont montré, je dirais pas à l'inverse, mais en tout cas qui finalement contribuent à la même conclusion, sur le fait que les personnes qui sont isolées, en fait, et ça a été notamment très important et très massif au moment du confinement, en fait, les personnes isolées sont plus souvent malades et développent plus de maladies mentales que les personnes qui sont entourées. Alors, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est la chose suivante. Vous pouvez prendre une feuille sur laquelle vous allez dessiner des cercles concentriques, au centre vous-même, et ensuite, ce que je vais vous inviter, c'est à commencer à lister, à réfléchir à toutes les personnes qui font partie de votre entourage personnel, ça peut être familial, amical, dans les réseaux associatifs, pourquoi pas, et puis tout ce qui peut être de l'ordre des contacts professionnels. Et de placer ces différentes personnes, ces différents contacts, sur les différents cercles. Plus les personnes sont proches de vous, donc sur un cercle qui est proche du centre, plus ce sont des personnes, alors à vous de choisir le critère, soit qui sont proches de vous, par exemple en termes de lien du sang, vous voyez, on peut imaginer que vous mettiez proche de vous, vos frères, vos sœurs, votre mari, votre femme, par exemple, vos enfants. Mais ça peut être aussi proche de vous
d'un point de vue géographique, ou ça peut être proche de vous en termes de fréquence de vos relations, voyez. Donc, peuvent être proches de vous, par exemple, tel ou tel collègue, parce que vous le voyez tous les jours, par exemple. Donc là, à vous de choisir le critère. Une fois que vous avez placé, je dirais, l'essentiel des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction de manière générale, je vais vous inviter à qualifier en fait ces différentes relations. Alors là, vous pouvez utiliser un code couleur. Alors par exemple, ça peut être quelles sont les personnes, par exemple, que je sollicite très peu, à qui je demande peu de l'aide, par exemple. Ça peut être quelles sont les personnes que je sollicite mais qui ne me répondent pas souvent de manière positive. Ce peut être également quelles sont les personnes qui me donnent de l'énergie, qui me font du bien, qui me valorisent, qui me rassurent. Inversement, quelles sont peut-être les personnes qui peuvent être un peu toxiques, difficiles, qui me pompent de l'énergie. D'accord? Donc, de choisir en fait une manière en fait de dresser une forme de cartographie de vos relations pour pouvoir identifier dans une sorte d'instantané à un moment donné comment se cartographient justement ces différentes personnes de votre entourage. Quelles sont celles voilà, qui sont proches, qui ne sont pas forcément très positives pour vous? Quelles sont celles qui sont peut-être plus éloignées, mais qu'au fond, vous ne sollicitez pas vraiment beaucoup? Quelles sont celles qui sont loin, mais qui pourraient être des personnes ressources, par exemple, vous voyez, de voir un peu comment tout ça se distribue sur ces différents cercles concentriques. Et puis, je vous invite ensuite à faire peut-être un deuxième cercle qui serait une sorte de cercle idéal de vos relations et de se dire, tiens, quelles sont les personnes qui sont loin de moi, que j'aimerais avoir plus près de moi? Quelles sont les personnes qui seraient des personnes ressources, des personnes positives, soutenantes, qui m'apprécient, avec lesquelles je passe des bons moments et que j'aimerais peut-être rapprocher de moi? Et comment je pourrais faire en sorte qu'elles soient plus proches de moi? Quelles actions je pourrais éventuellement mettre en œuvre? Quelles sont, à l'inverse, des personnes qui peuvent être toxiques, pas forcément très sympathiques, qui sont énergivores, voilà, et qui sont notamment proches de moi et que j'aimerais peut-être éloigner un peu plus. Et qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour mettre de la distance physique, géographique, temporelle avec ces personnes-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'objectiver, c'est-à-dire de pouvoir regarder de façon finalement assez objective où j'en suis aujourd'hui et ce vers quoi j'ai envie d'aller, et peut-être de repérer justement quelles sont notamment quelles sont les personnes qu'il serait peut-être prudent d'éviter ou d'éloigner de soi pour se faire du bien, et à l'inverse, quelles sont celles peut-être que je peux rapprocher de moi ou que je peux solliciter pour justement obtenir du soutien social. Donc voilà pour cet exercice. Alors, cinquième composante, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Alors, je vous cite Albert Einstein qui dit qu'une personne qui ne s'est jamais trompée est une personne qui n'a jamais rien essayé de nouveau. Parce que bien sûr, qui n'essaye rien ne se trompe jamais. Et la confiance en soi, en fait, ça renvoie au fait de décider et d'agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui. Avoir confiance, renforcer sa confiance en soi, ça passe inévitablement par le fait d'oser, enfin pas d'oser, de faire des choses, en fait, d'agir. Si je n'agis pas, je vais être dans mes pensées, dans mes projections, dans mes fantasmes. Et si j'ai une piètre image de moi-même, eh bien, je vais imaginer que si je fais telle action, je vais me planter. Maintenant, rien ne dit que vous allez vous planter. La seule chose qui vous permet de savoir que vous vous plantez, si tant est qu'on peut parler de plantage, c'est de faire les choses. Donc, le seul moyen de pouvoir évaluer, apprécier une compétence, par exemple, c'est de faire les choses. Voilà. Tant qu'on ne fait pas, on ne peut pas savoir. Bien sûr, on peut appréhender, imaginer, inventer, supposer, voilà, mais on n'est pas dans l'objectivité et dans la réalité. Donc la vraie question, c'est vraiment de passer le cap de la pensée, de l'imaginaire à l'action, de passer vraiment dans une forme de matérialité, de vraiment transformer, passer, je dirais, de l'idée à la matière pour pouvoir effectivement apprécier ce que l'on a pu faire. Alors, la crainte excessive de l'échec, bien sûr qu'elle peut exister. Maintenant, on peut aussi imaginer les parades
qu'est-ce que je peux faire pour limiter les risques d'échec. Je peux aussi décider de me donner des choses à faire qui soient accessibles, réalistes. C'est sûr que si je me donne un objectif absolument énorme et inatteignable, je vais me mettre la barre tellement haut que je vais probablement m'emmener vers une situation difficile. Donc, à vous aussi de mesurer les objectifs que vous vous donnez pour qu'ils soient réalistes et en tout cas atteignables. Autre élément qui est de se, comment dire, d'être un petit peu moins, de se désensibiliser du jugement d'autrui. Je pense, en tout cas pour ma part, qu'on peut expérimenter ce travail de désensibilisation à partir du moment où, plutôt que de regarder ce que les autres font ou pensent, de plutôt retourner, je dirais, l'axe de la caméra vers soi-même et de se dire, mais au fond, moi, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire? Qu'est-ce qui correspond à ce que je suis, à mes talents peut-être aussi? Et je pense que si on met en œuvre et si on réalise des choses qui sont importantes pour nous, qui nous construisent, qui nous nourrissent, qui nous apprennent des choses, quel que soit d'ailleurs le résultat de ce qu'on aura fait, on sera probablement content et probablement aussi moins touché par les critiques que pourrait nous faire l'entourage. Peut-être je peux vous donner cet exemple personnel. Moi, je suis assez sensible au jugement d'autrui, aux critiques que les gens peuvent me faire. Je suis quelqu'un d'assez, on pourrait dire, susceptible. Et je me rends compte que quand je fais des choses qui sont vraiment importantes pour moi, et je pourrais presque dire qu'ils viennent du cœur, il y a des choses qui ne sont pas forcément calculées, mais des choses juste que j'ai envie de faire, en fait, parce que ça me fait plaisir de les faire et parce que voilà, ça parle de moi, ça me correspond. Je pense à des livres, je pense à mes vidéos YouTube, je pense aux podcasts que j'ai commencé à faire. Je pense également alors, à des choses plus anecdotiques, mais en dehors en tout cas du domaine professionnel, qui sont, je fais un peu de couture ou un peu de dessin. Mais en fait, je suis tellement heureuse de faire ça que j'ai non seulement une certaine conscience objective, j'ai envie de dire, du résultat. Donc, je reconnais que voilà, parfois, ce n'est pas parfait, etc. J'ai tout à fait conscience voilà, de la limite, ou en tout cas de la qualité du résultat. Et pour autant, je suis quand même très contente et très fière de ce que j'ai fait. Et si les personnes venaient à me critiquer ou venaient pointer voilà, du doigt telle ou telle chose qui ne serait pas forcément super, eh bien, je ne m'en offusque pas parce que d'abord, je le sais. Et puis, peu importe en fait, peu importe le résultat, ce qui finalement a été pour moi le plus riche, ce n'est pas tant le résultat que la mise en action et le processus même de réalisation en fait. Voilà, donc je voulais vous livrer ça pour vous dire que peut-être une des clés, c'est vraiment de se connecter à soi et à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Un exercice que je vous invite également à explorer, c'est par exemple de revisiter vos réussites et vos, entre guillemets, échecs passés, voilà, peut-être de ces dernières semaines, et puis de célébrer vos réussites et de tirer les enseignements de vos échecs. Je pense qu'on ne célèbre pas suffisamment les choses qu'on réussit, comme si c'était quelque chose finalement de naturel, mais de la même façon, dans l'entreprise, quand les gens font bien les choses, ça paraît normal et c'est rare qu'on reçoive des compliments, alors que c'est important, en particulier quand on y a mis de soi, on a fait des efforts, on a peut-être eu des moments un peu difficiles, on a eu des moments de doute, des moments où peut-être on a eu envie d'abandonner, et bien le fait d'être allé jusqu'au bout et d'avoir produit quelque chose, quel que soit le résultat de ce qui a été produit, eh bien voilà, ça vaut la célébration. Et puis tirer les enseignements de ces échecs. Et je mets échec entre guillemets parce que qu'est-ce qui peut faire dire qu'à un moment donné, quelque chose est un échec? Je pense que toute réalisation, quelle que soit la qualité, je dirais, de ce qui a été produit,
en fait, est toujours source d'enseignement. C'est-à-dire que, alors l'échec, ça peut être de ne pas obtenir ce qu'on avait imaginé. Oui, parce que quand on s'inscrit dans la matérialité, il peut y avoir des obstacles, des choses qui font que ce qu'on avait imaginé dans notre tête ne peut pas se réaliser exactement de la même façon. Peut-être parce que ce qu'on a fait ne correspond pas tout à fait à l'objectif qu'on s'était fixé, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on a quand même obtenu quelque chose et on pourra toujours essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement de différent si on devait toutefois réentreprendre la même action pour justement apprendre en fait, apprendre de ce qui s'est passé. Et je pense qu'en faisant ça, on se met aussi dans une dynamique un peu plus positive. La dernière composante, c'est s'affirmer. Et s'affirmer, en fait, c'est oser être soi-même. Je dis souvent dans mes formations à l'assertivité que s'affirmer, c'est être au plus près de soi, à la fois se connaître et se respecter dans son intégrité, dans son comportement face aux autres, en vue de construire des relations acceptables, basées sur une confiance lucide. Donc voilà pour moi ce que c'est que s'affirmer. Et donc c'est finalement se respecter et respecter autrui, et ce qui nous permet, quand on est assertif, puisque s'affirmer, on appelle ça dans la théorie de l'assertivité être assertif, c'est être capable de dire ce qu'on pense, être capable de formuler des demandes fermes, oser refuser sans culpabiliser, être capable de formuler une critique si on a quelque chose à dire à quelqu'un, une critique qui soit constructive, être capable aussi de répondre aux critiques qu'on pourrait nous adresser, être capable aussi de gérer un conflit dans une optique de déboucher sur une solution qui soit acceptable pour les deux parties en présence, ce qu'on pourrait appeler une solution gagnant-gagnant. Alors, on l'a vu quand on a parlé du soutien social, parfois quelque chose qui peut être difficile quand on manque d'estime de soi, c'est d'oser demander de l'aide, par exemple. Alors, je vous propose ici un autre exercice. Si vous avez identifié dans vos cercles concentriques des personnes à qui vous aimeriez demander de l'aide et peut-être vous n'osez pas le faire, un protocole qui est un mix de ce que l'on trouve dans la théorie de l'assertivité et du protocole de la communication non violente en quatre étapes. La première, c'est de contextualiser la demande en étant objectif, donc en rappelant les faits. Deuxième étape, d'exprimer son sentiment. Qu'est-ce qu'on ressent dans cette situation particulière? D'exprimer son besoin. Quel est le besoin inassouvi et qui fait que justement je ressens ce sentiment désagréable? Et enfin, de formuler une demande. Donc, prenons l'exemple suivant. Imaginons quelqu'un qui est à la maison, son conjoint, par exemple, rentre, ou bien un enfant, ça peut être son enfant, peu importe. La personne est à la maison en train d'écouter ou pas d'écouter ou de jouer avec son téléphone. Et la personne pourrait dire, depuis que tu es rentré, tu es sur ton téléphone et je suis en train de tout faire pour le dîner. Je me sens vraiment seule et pas soutenue. En effet, j'ai besoin d'attention de ta part quand tu rentres et j'aimerais qu'on discute un peu ensemble de nos journées. Est-ce que tu pourrais, quand tu rentres le soir, juste prendre un petit temps pour nous retrouver et me demander s'il y a des choses à faire? L'intérêt de cette formulation, c'est qu'elle n'est ni exigeante, ni culpabilisante. Elle laisse la possibilité à la personne de dire non ou éventuellement que l'on trouve ensemble un terrain d'entente. Si toutefois la personne ne peut pas dire oui à cette demande, peut-être de trouver une autre manière de répondre à mon besoin. Donc, soit je peux faire une autre demande, si je vois que cette demande-là n'est pas acceptable en l'état, ou peut-être la personne, mon interlocuteur, peut éventuellement me faire une contre-proposition. L'intérêt là, c'est vraiment d'être dans le respect de soi, de pouvoir partager ce que l'on ressent sans en emportant toute la responsabilité et sans tenter pas de responsabilité, mais de culpabiliser l'autre éventuellement ou de le rendre responsable de ce qu'on ressent. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et rien que le fait d'exprimer les choses, et parfois même si la personne ne répond pas oui à votre demande, le fait simplement d'avoir pu l'exprimer, c'est déjà quelque chose qui peut être de l'ordre d'un soulagement, plutôt que justement de garder ça pour soi et de nourrir éventuellement de la colère ou du ressentiment, parce que le risque de ça, c'est évidemment l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire je ne dis rien, je prends sur moi, mais ça m'énerve, et puis plusieurs soirs se passent, et puis le risque, c'est qu'au bout d'un certain nombre de soirs, la personne explose. Donc évidemment, là, ça peut être extrêmement délétère pour la relation. Or, l'idée, c'est de pouvoir dire les choses de façon suffisamment calme et tranquille pour simplement, en fait, donner de l'information sur
ce que l'on ressent à un moment donné. Donc voilà, on a vu là les 6 composantes. Et pour les personnes qui souhaiteraient booster justement l'estime de soi, l'idée c'est d'aller repérer finalement sur quel type de composantes je vais pouvoir travailler. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, en plus du petit livre sur l'estime de soi que j'ai écrit, j'ai également créé une formation en e-learning que l'on peut vivre en totale autonomie et à son propre rythme, et qui est composé d'un certain nombre de modules. Un premier module, on va dire, un peu théorique, qui présente le concept d'estime de soi et comment ça se construit, et qui se termine par un questionnaire, en fait, pour vous permettre d'identifier quel est l'axe ou quelle est la composante ou les composantes sur lesquelles je vous invite à travailler de façon prioritaire pour pouvoir renforcer, booster l'estime de vous-même. Et puis ensuite, vous avez un module par composante, et dans chacun des modules, vous avez des vidéos, des exercices, des défis, bref, tout un tas de choses pour vous permettre justement de travailler, de vous exercer et à terme, évidemment, de booster l'estime de vous-même. Je propose 3 formules, mais qui sont évidemment après pas négociables, mais discutables. C'est-à-dire qu'après, voilà, en fonction de vos besoins, les choses peuvent se moduler. Mais en gros, les 3 formules que je propose, c'est d'une part ce que j'appelle le pack solo online, c'est-à-dire la formation en ligne que vous pouvez donc vivre en toute autonomie à votre rythme à 397 €. Un pack premium qui comporte bien sûr à nouveau la formation, et vous le voyez, il y a 15 heures de formation, plus, si vous le souhaitez, ce qu'on appelle le profil MBTI, c'est-à-dire un questionnaire que vous passez en ligne qui vous donne un profil et sur lequel on va retravailler ensemble dans le cadre d'un entretien personnalisé qu'on appelle un entretien de découverte du type psychologique. Si le MBTI vous intéresse, je vous invite aussi à aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je présente l'outil. Et puis, un pack exclusif, voilà, où on rajoute, je dirais, presque un étage à la fusée, où il y a la formation en ligne, donc toujours en autonomie à votre rythme, plus le questionnaire en ligne et l'entretien personnalisé. Je précise, si vous passez le MBTI, que vous recevrez un rapport extrêmement complet d'une vingtaine de pages pour vous donner justement le détail vraiment de votre profil complet sur 8 domaines qui sont la gestion du stress, la prise de décision, la résolution de problèmes, la communication, etc. Et puis, dans ce pack exclusif, il y a également 6 heures de coaching individuel, qui peut se dérouler soit pendant que vous faites la formation en ligne si vous le souhaitez, qui peut se faire à la demande à tel ou tel moment de la formation si vous en ressentez le besoin, ou que l'on peut garder à la fin de la formation pour pouvoir justement aller un peu plus loin ensemble. Donc voilà ce que je propose dans le cadre de cette formation en ligne. Je vous mets ici, si ça vous intéresse, donc le lien vers la formation qui vous permet d'aller regarder un peu plus précisément les différents modules et de vous inscrire évidemment si vous le souhaitez. Et puis, j'ai mis mes coordonnées. Donc, vous avez mon site internet dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de choses et puis des articles aussi voilà, plus spécifiques, ma chaîne YouTube, et puis mon mail et enfin mon numéro de téléphone. J'ai remis en dessous les différents ouvrages que j'ai également écrits. Je vais indiquer également sous la vidéo, je vais remettre le lien vers la formation, comme ça vous pourrez faire un copier-coller sur votre navigateur. Et puis, si ça n'est déjà le cas, je vous invite évidemment à venir vous abonner à ma chaîne et à partager de manière à ce que j'ai un maximum de followers pour pouvoir voilà, partager je dirais ma passion, ce qui m'anime auprès du plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes, en tout cas pour booster l'estime de soi. Et comme je vous le disais, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation ou à prendre contact avec moi. À très bientôt. Au revoir.